Donc, Monsieur Robert Ménard, journaliste indépendant, donc ne dépendant d'aucun lobby, et journaliste libre et indépendant. D'ailleurs, ça me fait penser à Jean-Louis Tillier, qui m'a dit, tu sais, dans tes intervenants, il faut que tu prennes des gens qui n'ont pas de conflit d'intérêt, c'est-à-dire qui ne sont pas liés à quoi que ce soit, hein. Donc, des gens libres. Et je crois qu'aujourd'hui, on a eu l'exemple typique de personnes qui me semblaient totalement libres. J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir en ligne une personne qui n'a pas pu se déplacer à ses assises, mais qui nous fait le plaisir de répondre à nos questions. Il s'agit du grand journaliste indépendant Robert Ménard. Monsieur Ménard, bonjour et merci tout d'abord de répondre à notre question et à l'appel de l'association Vigilance Halal. Merci et pardon de ne pas être parmi vous. Vous savez, c'est les empêchements des campagnes électorales puisque je suis candidat à Béziers. Alors, vous êtes un journaliste indépendant qui ose braver la pensée unique et vous vous intéressez d'une manière générale à tous les problèmes de société. Que pensez-vous du fait que nous ne savons plus ce qui arrive dans nos assiettes ? Écoutez, c'est particulièrement inquiétant. Dieu sait qu'on nous ressort à longueur de temps, vous savez, le sacro-saint principe de précaution. Je pense que la précaution, on pourrait d'abord l'appliquer à ce qu'on mange et ce que nous faisons manger jour après jour à nos enfants. Que ce soit en termes de qualité nutritionnelle, que ce soit en termes, et je dirais avant tout, de pratiques religieuses. Je n'ai pas envie de ne pas savoir ce qu'il y a dans mon assiette et je n'ai pas envie qu'on m'impose d'une certaine façon, du fait de l'ignorance dans laquelle on me maintient, tel ou tel choix. Je trouve ça positivement scandaleux. L'actualité démontre que la mondialisation empêche toute traçabilité et que la course au profit justifie toutes les tromperies. Est-ce que vous pensez qu'une relocalisation, c'est-à-dire une localisation au plus près du consommateur, pourrait être une solution ? Écoutez, oui et non. Oui, parce que a priori, évidemment, si c'est votre voisin à qui vous allez acheter un kilo de fraises, des tomates ou un agneau, vous savez dans quelles conditions il cultive ses fruits et légumes et dans quelles conditions il élève son bétail, oui. Mais en même temps, c'est largement impossible dès lors que vous n'êtes pas à côté du voisin en question. Alors je sais, on me dira, mais il y a des réseaux de distribution courts et tout qui permettent d'aller directement du consommateur du producteur plutôt au consommateur, certes. Mais enfin, la vie quotidienne aujourd'hui, c'est quand même l'hyper ou le supermarché d'abord pour 9/10 des Français. Et c'est à ce niveau-là qu'on doit exiger de savoir ce qu'il en est. Ce qu'il en est, une fois de plus, des conditions dans lesquelles sont élevés les animaux qu'on mange, dans quelles conditions sont produits les fruits et les légumes qu'on consomme, mais aussi les modes d'abattage des animaux en question. On a le droit de savoir tout ça, c'est le minimum. Que vous inspire cette Europe de Bruxelles qui multiplie les règlements tatillons, qui ruine ses ressortissants et qui en même temps ferme les yeux par exemple sur l'importation de saumons de Norvège qui sont traités au diflubenzuron, qu'elle interdit sur son territoire ? Écoutez, ce que ça m'inspire, c'est ce qui m'anime à longueur de temps sur Boulevard Voltaire, c'est un espèce de rejet de plus en plus massif de Bruxelles. Bruxelles, à la fois, nous explique qu'en tant que consommateur, l'Union et la Commission sont là pour nous défendre, et on sait bien qu'en même temps c'est pas vrai, parce que quand la libre entreprise, le dogme sans frontiérisme, le choix du marché sans limite et sans intervention sont, je dirais, l'alpha et l'oméga de la pensée de nos technocrates, une espèce de religion, pas d'État, mais une religion d'une conglomération d'État, bien sûr qu'il y a une contradiction et c'est nous, comme consommateurs, qui en faisons les frais. Aujourd'hui, une fois de plus, vous ne pouvez pas faire confiance dans l'Europe telle qu'elle est et telle qu'elle fonctionne. Vous ne pouvez pas lui faire confiance pour nous assurer sur l'origine de ce qu'on mange, les conditions d'élevage et tout ce qui concerne, en gros, l'environnement.
Alors, notre civilisation européenne a inventé la laïcité, notamment avec le fameux « rendez à César ce qui est à César », et une anthropologie que nous devons aux Grecs. Pensez-vous qu'au nom du vivre ensemble, cette civilisation puisse s'accommoder d'une contre-société qui émerge et qui s'y oppose frontalement? Écoutez, c'est toute la question aujourd'hui. Aujourd'hui, le vivre ensemble dont on nous rabâche les oreilles, c'est un vœu pieux. Aujourd'hui, en même temps, ceux qui prônent ça font tout le temps des concessions à certains. Parce que évidemment aujourd'hui on fait des concessions à l'islam qu'on fait pas au catholicisme. Sur Boulevard Voltaire on racontait des écoles publiques, dans lesquelles on ne fête plus Noël parce que le mot de Noël renvoie au christianisme et qu'on veut pas au nom de la laïcité du catholicisme à l'école. Mais ce sont les mêmes qui nous expliquent que si on doit l'imposer du halal à tout le monde pour faire plaisir à une minorité, il faut le faire. Il y a là un deux poids deux mesures insupportable. Et c'est pour ça que la laïcité aujourd'hui, telle qu'elle est pratiquée, telle qu'elle est entendue en gros par nos élites, et je mets dans nos élites pas que la gauche et la droite, les élites journalistiques, intellectuelles, politiques, ces gens-là ont une conception à géométrie variable de la laïcité. Rien pour les catholiques, tout pour l'islam et le judaïsme. Ce deux poids deux mesures, il est insupportable. Une civilisation se caractérise, disait Gandhi, par la manière de traiter les animaux. Que pensez-vous de la maltraitance liée à l'abattage halal qui semble devenir la règle en France? Attendez, il y a plusieurs points sur l'abattage halal. Il y a d'abord que aujourd'hui, vous pouvez manger de la viande halal sans le savoir. Ça, c'est un vrai problème. Deuxième problème, est-ce qu'on doit passer sous les fourches codines de tous les intégrismes et se voir contraint de faire tel ou tel choix à l'intérieur de lieux publics que sont par exemple les cantines? C'est un deuxième problème. Troisième problème en ce qui concerne l'abattage halal, il est évidemment quelque chose qui est terrible pour les animaux, Et ce troisième argument, je ne le trouve pas sans importance. Alors vous me direz, c'est une espèce d'hypocrisie, parce que sur Boulevard Voltaire, encore un certain nombre de fois, un certain nombre de nos contributeurs ont expliqué que si on était vraiment pour pas faire souffrir les animaux, on n'avait qu'à pas les manger. C'est un argument aussi qu'il faut entendre. Les végétariens sont pas des espèces de sectes stupides qui nous diraient des énormités. Par rapport au débat que vous posez, ils sont une des réponses. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Notre alimentation se dégrade. Pensez-vous que cela puisse avoir un impact sur notre manière d'être à long terme? Parce que c'est vrai qu'on a relativement peu d'études là-dessus. En d'autres termes, un mangeur exclusif de McDo depuis son plus jeune âge ne risque-t-il pas d'avoir quelques transformations autres que l'obésité? Et à travers cet exemple du McDonald's, est-ce que ce n'est pas l'homme et à travers lui la civilisation occidentale qui risque de se transformer à long terme? Écoutez, je sais pas, je vais pas faire de supputations de cet ordre-là. Ce que je sais, c'est que la nourriture, comme elle est faite, elle est aussi le succès de cette bouffe rapide, cette malbouffe rapide qui plus est. Elle renvoie à d'autres questions. Elle n'est pas la cause des choses, elle est souvent la conséquence. Les modes de vie qui sont les nôtres, l'éclatement des familles, la distance qu'il y a entre le travail et le lieu où vous vivez, tout ça pose un certain nombre de questions, et je pense que les problèmes de nourriture, de mauvaise qualité de la nourriture, sont qu'un des volets. Je ne crois pas que c'est la cause de la dégradation de la situation. Permettez-moi de penser qu'il y a 1000 autres raisons de se plaindre de la civilisation dans laquelle nous vivons et de son essoufflement. Je veux dire, et c'est principalement, comment vous dire, la fin de la défense qu'on a eue pendant des siècles, d'un certain nombre de valeurs, l'autodérision qui est la nôtre, je parle des occidentaux, ce goût de l'autoflagellation, cette honte qui s'empare de certains dès qu'on parle de ce qui est le propre, par exemple, de la France et de son histoire. C'est tout ça qui me semble plus essentiel aujourd'hui. Enfin, dernière question, est-ce que vous avez l'impression que les barrières du politiquement correct sont en train littéralement de
de s'effondrer aujourd'hui avec la multiplication de sites internet de qualité et plébiscités par les lecteurs qui vont à l'encontre de ce politiquement correct, voire de ce cordon sanitaire qui avait été dressé vis-à-vis de certaines idées. Est-ce que vous avez énormément d'espoir dans les années qui viennent par rapport à cela justement, et est-ce que vous avez le sentiment que toute une partie du peuple est en train de se lever par des réseaux parallèles et par des thématiques jamais abordées jusqu'à présent? Oui, évidemment. Moi, je serai le dernier à vous dire le contraire. On a lancé maintenant, il y a 8 mois, Boulevard Voltaire, et le succès du site témoigne de l'engouement pour des gens, pour une information différente, au sens où elle donne la parole à des gens qu'on n'entend pas dans les médias traditionnels, parce qu'elle aborde des problématiques différentes, parce qu'elle fait entendre des sons de cloche différents. Oui, absolument, vous avez raison. Mais en même temps, j'ajouterai immédiatement, peut-être parce que je viens de là, qu'il ne faut pas déserter les médias traditionnels. Il reste un enjeu colossal, sans commune mesure en termes d'influence, comparé aux médias que vous citez. Je suis content qu'il y ait des sites comme le nôtre et bien d'autres. En même temps, je suis navré, catastrophé qu'un certain nombre de journalistes, et j'en suis un exemple, et il y en a bien d'autres, je pense à Elisabeth Lévy, à Éric Zemmour ou à Yvan Rioufol, voient leur place dans les médias, dans mon cas complète, dans les médias traditionnels, complètement réduite à zéro, et sinon marginalisée. Et ça, on peut pas s'en satisfaire. Oui, il faut développer des médias alternatifs pour entendre un autre point de vue, mais en même temps, il faut se battre pour que dans les médias classiques, cet autre point de vue, il ait toute sa place. Robert Ménard, je vous remercie d'avoir accordé cette interview dans le cadre des états généraux du bien-être animal à l'abattoir et du respect du consommateur. Merci à vous. Merci de m'avoir donné la parole.